Ce n'est qu'un PC poker, même s'il est assez rapide. Il a un disque dur qui tourne à 5400 tours minute, et ça, c'est une vraie brouette. Je ne sais pas vous prendre ça dans les notes. Il y a une raison, c'est que quand vous mettez un disque dur de 10 000 tours minute, c'est un vrai gyroscope. Si vous faites tourner le laptop un peu fort, le disque dur explose, mais c'est pas la raison. Voilà, alors, en fait, je vais vous présenter ça en utilisant un modèle qui a été créé par un ancien collègue, Zachman, qui est vu de façon assez intéressante en fait par certains comme étant l'un des dieux de l'informatique d'entreprise, dans sa façon de modéliser l'informatique d'entreprise, et par d'autres comme étant quelqu'un de parfaitement supportable. Donc je ne vais pas aller à l'ensemble de ces théories, mais je vais juste utiliser l'un des modèles que j'aime bien qu'il a créé, ou qu'il a utilisé. Alors vous voyez mon titre, en fait, je m'occupe principalement de sécurité chez Sun. Je m'occupe de sécurité, je m'occupe de open source, je m'occupe de service. Voilà. Et chose dont je suis très fier, si certains d'entre vous ont parcouru le monde informatique cette semaine, la première interface presse c'était en France, alors je ne suis plus encore presque une dizaine d'années maintenant, donc voilà, on parle d'un peu d'informatique. Et ça ne contribue pas au niveau ça. Si, mais dans tous les sens. Alors, je vais donc me baser sur un modèle qui est assez ancien parce qu'il date de 6 000 ans, mais dans le monde de l'informatique, il date de quelques années, ce qui correspond aussi à l'histoire d'ailleurs. Je pense que vous avez tous remarqué que ça allait très bien dans ce domaine-là. Et qui consiste à regarder en fait le monde de la chaîne hiérarchique de l'entreprise sous forme d'une pyramide. Et évidemment, quand on parle d'une pyramide, on regarde un petit peu ce qu'il y a aux différents endroits. Donc, en fait, ce qui est important, je pense que c'est critique pour nous tous. Là, il n'y a pas d'hésitation. Le plus important, quoi qu'on fasse, c'est notre client. C'est toujours vers ça qu'on va se tourner. C'est lui qui va être responsable en fait de définir finalement ses critères de rentabilité, ses critères d'investissement. En fonction de ces critères, de ce qu'est son objectif à long terme, de ce qu'est finalement sa stratégie, va se fixer des objectifs. Ces objectifs, ça peut être des objectifs purement métier, ça peut être des objectifs orientés technologiques. Je me souviens encore d'une phrase qu'avait sorti le patron de FedEx, dont le métier a priori c'est quand même de transporter des colis à travers la planète. Et qui avait un jour dit, mais nous, notre métier chez FedEx, on ne le sait pas assez, mais c'est de faire tourner un data center. Et ça les a un peu énervés, donc ils ont commencé à outsourcer l'informatique. Ils ont encore maintenant un métier de compagnie aérienne, mais ça c'est beaucoup plus proche de leur activité, de leur réelle activité à valeur ajoutée. Donc, en fonction de la façon dont le client va positionner ses objectifs, il va définir, enfin, de positionner sa stratégie à long terme, il va définir des objectifs. C'est qui en IT, à outsourcer son IT, choisir ses technologies, etc. Ensuite, il est aussi responsable, quand il y a une société qui existe depuis plus de 15 jours, de gérer tout ce qui est son optimisation par rapport à ses choix initiaux, qu'ils soient business ou qu'ils soient technologiques, tout ce qui est business process engineering, donc il va falloir s'adapter au contexte changeant, et c'est pas juste parce que le marché change, c'est parce qu'on a une fusion, on ne sait pas mettre une branche. Donc tout ça, en fait, c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde où, grosso modo, le client est vraiment roi. C'est lui qui sait exactement ce qui se passe à l'intérieur. De l'autre côté de la pyramide, et quand on se passe cette fois-ci uniquement du côté IT, en fait, Zachman propose une hiérarchie de services, on va dire. Donc, il place à la base le réseau, et Sun, si vous connaissez le slogan de Sun depuis plus de 25 ans, The Network is a Computer, et ça c'est assez rigolo d'ailleurs parce que on a vu apparaître il y a quelques années dans la Silicon Valley des gens qui avaient des panneaux qui disaient non, The Network is the network, the computer is the computer, sorry for the confusion. Mais néanmoins, côté Sun, on dit The Network is the computer, et en fait, à l'origine, quand on a créé ça, donc il y a plus de 25 ans,
Je suis pas sûr que grand monde comprenait vraiment ce que ça voulait dire, à part le fait qu'il y avait une carte réseau dans toute une machine, ce qui était quand même déjà assez original, puisque on était à peu près les seuls à avoir une carte et une stack réseau dans nos machines. Mais bon, donc le réseau, le cœur en fait de l'infrastructure IT, de nos jours, avec tout ce qui est grid, avec tout ce qui est système client-serveur, c'est encore plus critique. Hein. On aurait pu penser qu'il y ait un passage à blanc à l'époque des mainframes où finalement, on parlait pas de réseau, il y avait une machine et puis il y avait des câbles série. Mais maintenant, de nos jours, le réseau c'est vraiment le cœur. C'est le cœur de l'informatique et de sécurité qui parle, c'est le cœur des problèmes aussi. Ensuite, on va avoir tout ce qui est infrastructure de calcul ou traitement et de stockage, avec éventuellement tout ce qui est outils de stockage géré, donc backup, système de déportation de données pour les archiver quelque part. Donc ça, c'est l'élément supplémentaire. Et si on regarde en fait de nos jours un grid, c'est finalement, grosso modo, très fortement lié à ces deux parties-là. Et c'est un modèle qu'on va apparaître de plus en plus. C'est un modèle qu'on met en œuvre chez SolarCity. Au-dessus de ça, on va avoir la couche système d'exploitation qui est vue en fait dans sa partie, dans une vision assez large. C'est pas juste l'OS, c'est l'ensemble des outils de gestion de la plateforme distribuée quand on a un grid, c'est l'ensemble d'outils d'administration, etc. Au-dessus du système d'exploitation, on trouve un ensemble de services communs. Alors, la limite entre les services communs et le système d'exploitation, c'est quelque chose qui varie en fonction des périodes. Il y a 5 ans, je vous aurais dit que l'application server, c'était un service commun qui se passait en option au-dessus d'un système d'exploitation. De nos jours, ça fait pratiquement partie du système d'exploitation. Idem pour le serveur web. Donc, idem pour le serveur mail. Donc, on va avoir un certain nombre de services communs qui vont être des choses comme les serveurs d'application, des outils d'authentification, la gestion d'identité, etc. Après, au-dessus de ça, ou à côté de ça, ça dépend un petit peu des visions des gens, on va trouver tout ce qui est gestion de la base de données. Donc, ça peut être vu comme un service commun aussi, mais ça peut être vu aussi comme une brique applicative en partie. Donc, moi je le place dans une couche à part. C'est tout ce qui est stockage non pas physique, qui se fait beaucoup plus bas, mais tout ce qui est stockage structuré, hiérarchisé d'informations, non pas juste de données. Au-dessus de ça, et ça va nous amener jusqu'au haut de la partie purement infrastructure, on va avoir des outils. Et dans ces outils, on va avoir tout ce qui est outils de développement, outils de débugage, outils de gestion d'applications distribuées. Donc vraiment la partie qui va être le cœur nécessaire à proposer ensuite des applications. Donc ça c'est la base infrastructure de la pyramide. Et puis, en fait, entre le client qui se trouve tout en haut et qui sait ce qu'il veut, enfin en tout cas on l'espère, et puis les fournisseurs d'infrastructures qui, on espère aussi souvent, mais c'est pas toujours le cas, parce que c'est pas finalement compliqué, ont une idée de ce qui va se passer là-haut. On espère que cette interface-là est suffisamment générique et standardisée, etc., pour que toute cette chaîne au milieu puisse apporter ce schéma manquant, donc qui est les applications, toute la partie intégration système, et évidemment toute la partie intégration des applications au système informatique, au business process de l'entreprise, qui est donc quelque chose qui est très orienté métier. Alors, quand on regarde en fait cette pyramide, on se dit que ma foi, là, il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Et la question c'est de savoir, finalement, où est-ce qu'on va vouloir se positionner les uns et les autres. Donc, dans le monde de l'informatique, il y a une palanquée d'acteurs, et tous n'ont pas fait les mêmes choix stratégiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette pyramide-là, Sun a une vision très particulière, qui consiste à dire que nous, on ne s'intéresse, grosso modo, qu'à la partie bleue. Notre métier chez Sun, c'est ça. On ne va pas s'amuser à faire toute la partie intégration, on n'est pas IBM. On ne cherche pas à marcher sur des plateformes de partenaires, on ne va pas s'amuser non plus à s'initier dans l'entreprise en disant les gars, comme
sur SAP, non, vous gérez mal le système de gestion de production, nous on sait faire pour vous. Ça va vous prendre 2 ans et quelques millions d'euros. Donc le métier de Sun, c'est exclusivement se situer dans la partie fourniture d'infrastructures. Alors, quand je dis exclusivement, il y a des toutes petites pointes des fois qui débordent. Dans les applications, par exemple, on pourrait imaginer StarOffice là-dedans. On peut considérer StarOffice comme une application. Ceci dit, on peut aussi considérer StarOffice comme une brique d'infrastructure. Si on prend la base OpenOffice, on peut très bien, avec OpenOffice, développer une suite bureautique spécifique. IBM, par exemple, a pris la base OpenOffice et a développé leur suite bureautique OpenOffice basée sur OpenOffice avec le support de l'Open Document Format. On peut imaginer des gens qui prendraient le code source d'OpenOffice et qui en feraient une suite bureautique pour avocats, qui intégrerait un outil, une base de données avec des clauses standards de contrat, un outil qui ferait l'assemblage de clauses et qui proposerait des documents standardisés dans lesquels le cœur de StarOffice, d'OpenOffice Writer, ferait l'assemblage, rajouterait les noms, les dates, etc., les clients. Donc, on peut considérer en fait StarOffice et comme une application et comme une base d'outils de développement. On a aussi quelques éléments qui marchent parfois sur les plateformes de certains de nos partenaires. On a des cartes de crypto, par exemple, qui sont limite en concurrence. Donc on peut considérer que c'est l'infrastructure de traitement, on peut aussi considérer que c'est des applications. Mais si vous regardez au quotidien et de façon assez générale, en fait, on est relativement fidèle à ce modèle-là, et notre but, c'est d'y rester. Donc, comme on a ce modèle-là, on a vraiment besoin de faire de prendre très soin de notre communauté de développeurs et de partenaires, qu'ils soient développeurs, intégrateurs ou autres, parce que sans eux, sans vous donc, finalement, on a beaucoup de mal à s'interfacer avec nos clients. Alors, si on regarde un petit peu du côté Sun, et là je vais parler plus produit, dans la partie infrastructure dont je parlais tout à l'heure, il y a des choses que vous connaissez certainement. Et j'espère que si je demande pour chacune des technos ou produits qui connaît les mains, à la fin de la partie, au moins chacun aura levé la main une fois. Sinon, il faut qu'on fasse un peu plus de formation. Donc, je vais la parcourir par le bas cette fois-ci. Au niveau des outils, donc on a des outils de développement. J'ai parlé d'OpenOffice tout à l'heure, mais la vraie définition des outils, c'est plutôt côté outils de développement. Donc, avec tout ce qui est environnement de développement, Java Creator, Java Studio et compagnie. On a des choses qui sont faites en open source, j'en parlais tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais il y a des choses comme NetBeans qui sont proposées gratuitement. Au niveau de la gestion de base de données, là aussi on a des choses qui sont faites chez nous ou à l'extérieur mais qui sont en standard. JavaDB, qui est la base de données proposée par la communauté Java en fait. On a Postgres, qui est maintenant intégré en standard dans Solaris. Donc quand vous avez Solaris, alors je ne sais pas à partir de quel update on a dit c'est, mais normalement c'est intégré, vous avez Postgres. Dans les outils, dans ce que j'appelle la base commune, les outils partagés, etc., les services partagés, vous avez tout ce qui est Java Enterprise System, donc l'application server, directory server et compagnie. Donc ça, ce sont des produits qui sont maintenant, en fait, de plus en plus intégrés dans le système d'exploitation, intégrés entre eux, le but étant que cette infrastructure de base, ça soit une véritable infrastructure et pas un add-on, une verrue qu'on va rajouter. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est un peu le cas partout d'ailleurs, mais c'est surtout intéressant à ce niveau-là, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus standardisé possible. Pourquoi? Parce qu'on est bien conscient que les gens ne sont pas exclusifs à un fournisseur. Donc nous, ce qu'on dit, c'est voilà, vous faites un choix d'un fournisseur, donc au jour où vous avez envie d'en changer, bien souvent quand ça se passe, ça coûte une fortune extrême parce qu'il faut tout casser, tout réingénierer. Et si vous étiez appuyé sur des standards, des protocoles standards, des formats standards, eh bien ça se serait passé de façon beaucoup plus transparente. Donc là c'est le cas. Ce qu'on propose ici, c'est un ensemble de services partagés qui s'appuie uniquement sur les standards de l'industrie.
En dessous, on a un système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, il est des fois proposé par Sun, il est des fois proposé par d'autres. Donc quand il est proposé par Sun, on parle de Solaris, vous avez vu là-dessus. Solaris qui tourne donc sur les processeurs Spark de Sun, qui tourne aussi sur le processeur AMD, donc c'est là sur cette machine, donc c'est un laptop en 64 bits. Ça tourne aussi sur le processeur Intel en 32 bits. De façon assez surprenante d'ailleurs, je ne vais pas avoir l'air de trop faire de la pub pour Solaris, mais c'est à peu près le seul OS à ma connaissance qui tourne aussi vite, sinon plus vite en 64 bits qu'en 32 bits. Après n'importe quel autre OS, il se traîne en 64 bits, il a 2 fois plus de données à manipuler, et en général, comme il a été conçu à partir des versions 32 bits et adapté, le code n'est pas tout à fait optimisé, ils ont juste mis des lignes de long ou des choses comme ça, et ben, on se trouve avec des applications qui manipulent 2 fois plus de données. Solaris, c'est pas le cas. Et honnêtement, je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur en détail pour que ça aille plus vite ou au moins aussi vite, mais vous avez la même performance en 64 bits qu'en 32 bits. Vous avez la stabilité en plus pour ceux qui ont essayé Windows 64. Vous savez de quoi je parle. Ensuite, quand on descend un cran en dessous, au niveau infrastructure, on fournit du côté de chez Sun un certain nombre de briques d'infrastructure que vous avez pu voir depuis longtemps ou depuis plus récemment. Donc on a tout ce qui est serveur. Vous connaissez la gamme. On a des stations de travail. On a tout récemment, depuis quelques mois maintenant, sorti des nouvelles gammes qui sont basées sur des processeurs AMD, qu'on pense honnêtement être parmi les machines les plus performantes de la planète et parmi les meilleurs rapports performance consommation énergétique. Ça c'est assez important. On a des processeurs. On a les processeurs qui s'appelaient en nom de code Niagara, si vous les connaissez sous ce nom-là, et pour le nom officiel Ultraspark T1. Ce sont des processeurs qui sont assez fun aussi parce que 8 cœurs par processeur, 4 threads par cœur. Chaque cœur a un accélérateur crypto, donc il fait des opérations de type calcul modulaire. Donc quand vous faites un serveur web qui fait du SSL, l'opération la plus longue sur du SSL, c'est l'échange de clés RSA. Et ça, en fait, c'est fait par le cryptoprocesseur de chacun des cœurs, sans consommer le temps CPU du reste. Donc en fait, vous êtes capable de faire sur ce genre de machine-là, tourner des serveurs web sans accélérateur crypto avec des performances qui sont vraiment impressionnantes. Et ce sont des machines qui ont, là par contre c'est pas juste je pense, c'est mesuré, c'est le meilleur rapport de performance, consommation et occupation au sol de l'industrie. Donc je me souviens d'un client qui a un grand hôpital aux États-Unis. En allant les visiter, en fait, dehors, il y avait 2 énormes camions avec une batterie de câble qui partait. On leur demande, mais c'est quoi ces camions, qu'est-ce que vous faites avec ça? Et ils nous disent, ça c'est pas compliqué, ce sont deux générateurs pour alimenter le data center de l'hôpital, parce que l'électricité de la ville, que la ville et les services industriels nous fournissent, ne permet pas d'alimenter de façon continue le data center, quand on a en priorité les salles d'opération. Donc on a demandé un peu ce qu'ils avaient dans le data center, on a parlé des machines à base de Spark T1, les machines s'appellent les T2000, c'est pas des Terminators mais pas loin. Ils nous ont écoutés avec des yeux grands ouverts et des oreilles qui bougeaient pas trop, mais on pense que c'était aussi assez grands ouverts. Et assez rapidement, ils nous ont dit on va voir ça tout de suite dans notre data center et faire les mesures. Et effectivement, ils ont été particulièrement conquis parce qu'en général, on va se retrouver avec des centres qui consomment à peu près entre moitié et un tiers moins, et à peu près un tiers de l'occupation au sol. Pour la partie informatique, je ne parle même pas de la partie climatisation. Donc ils étaient très contents. Voilà. Enfin, côté réseau, c'est fini le temps où chez Sun, le network as a computer, c'était une prise RJ45 à l'arrière de la machine. C'est toujours le cas, mais ce n'est plus que ça. On a une batterie de produits sous le nom de famille Nauticus, puisque c'est dans la société qu'on a acquis qui était ces produits-là, qui sont des switches intelligents en réseau. Alors, un switch en réseau, c'est assez chiant, en fait. Ainsi dire. Mais ce qu'on fait avec les produits Nauticus va beaucoup plus loin qu'un switch. En fait, ce sont des boîtiers qui sont capables de mettre en place des VLAN, de faire la terminaison SSL, de faire un endpoint sur un serveur web, de faire du contrôle d'intégrité de protocole, de la gestion de session, des choses comme ça. Et ce sont des boîtiers extrêmement performants. Donc là encore, ce sont des
métier où vous avez typiquement, toujours dans la même optique de dire on va définir un tel data center, si vous prenez des switches de type BIG-IP, vous en remplacez entre 5 et 8 pour un boîtier Lotus, pour un prix qui va être de l'ordre de moitié moins plutôt que 5 ou 6 moins cher. Donc là, l'idée encore étant de permettre de faire des infrastructures beaucoup plus optimisées en espace, et puis comme on a beaucoup moins de boîtiers à gérer, en gestion administrative. Ça permet de façon assez intéressante de construire des grids dont on va reconfigurer dynamiquement la structure. Donc ça peut être assez sympathique si on est dans le métier de faire des applications qui tournent sur des grilles de cluster, de mettre ça derrière des switches Lotus. Voilà. Alors, donc, là, j'ai la partie que je peux couvrir en faisant des dessins et en essayant de la faire la plus interactive possible. Donc maintenant, en fait,